C'est maintenant à votre livre. C'est pas mon livre, c'est le livre. C'est le livre, vos livres que vous venez le livre de mon maître. Présenter. Votre maître, c'était votre maître. Vous avez été très proche de lui. C'était l'homme que vous admiriez, donc communiste, un militant communiste, enragé, et philosophe, grand philosophe. Oui, enfin c'était mon maître et celui de quelques autres. Je crois que c'est un des philosophes avec Michel Foucault, Jacques Lacan, qui ont vraiment constitué ce fameux moment 68, cette pensée structuraliste qui a été si importante au siècle dernier. Je pense que de toute cette constellation-là, il était probablement l'étoile la plus brillante. On a découvert en 1980, ça a éclaté comme un coup de tonnerre, et d'ailleurs toujours la même histoire. Est-ce qu'on savait, est-ce qu'on ne savait pas, mais on l'avait toujours dit, etc., qu'il était fou allié, au sens propre, le jour où il a étranglé son épouse. Bien. Et ça, c'est resté comme une espèce d'énigme béante. Comment est-ce que l'un des plus grands philosophes du XXe siècle peut être aussi ce grand timonier de la nef des fous? On ne savait pas comment les deux se composaient ensemble. On a retrouvé, grâce à Olivier Corpet et grâce à l'IMEC, on a retrouvé ce document extraordinaire que sont les lettres que Louis Althusser a écrites à sa femme, celle qu'il assassine donc en 1980, pendant 40 ans. C'est ce paquet de lettres, ce paquet de mémoires sortis des caves de l'oubli, en effet, que j'ai préfacé et qu'Olivier Corpet publie aujourd'hui chez Les lettres d'amour qu'il écrivait à la femme qu'il a tuée, qu'il a fini par tuer. Fabrice. Oui, non, mais c'est très intéressant de voir le parcours d'Althusser. Votre préface est très importante. Très belle préface, hein, on va le dire, hein, parce que vraiment très belle préface. Et il y a une phrase... Peut-être meilleure que certaines des lettres. Arrêtez. Toutes, hein, oui. Les lettres d'amour, il faut être un spécialiste. Il faut être un spécialiste pour les lettres d'amour. Non, j'ai lu votre préface, elle m'a beaucoup intéressé. Il y a une phrase que vous écrivez, et vous allez comprendre pourquoi je l'ai notée. J'ai vécu ma jeunesse dans l'illusion d'être un soldat de la grande armée magnifique dont il était le général. Eh bien, le général prenait ses ordres chez son psychiatre. Oui. Et au fond, dans votre préface, il y a un exercice auquel vous vous livrez que j'ai trouvé d'une cruauté rare. C'est que vous démontez un à un les concepts althussériens en montrant qu'ils viennent en fait de sa folie, de sa maladie. Et dans une certaine mesure, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'injuste là-dedans. Ouais. Parce que c'est comme si, vous savez, il y avait ce fameux prix Nobel de mathématiques, d'économie, qui s'appelait John Forbes Nash, qui était complètement schizophrène. Il a eu le prix Nobel, on ne va pas lui retirer, parce qu'il était schizophrène. Et pour Althusser, j'ai un peu l'impression que vous voudriez ça. Vous voudriez lui retirer ses concepts, vous voudriez lui retirer sa grandeur de philosophe, parce que c'était sa maladie, et vous avez encore recommencé là-dessus tout à l'heure. Vous liez absolument sa pensée et ce qu'il est. Il y a peut-être quand même un... Sur le rapport entre la pensée d'un homme et ce qu'il est, il y a deux théories possibles. Pour schématiser, il y a la théorie Proust contre Sainte-Beuve, muraille étanche entre les deux. D'un côté la pensée, de l'autre la vie, aucun rapport. Et puis vous avez le point de vue, disons, nietzschéen, c'est-à-dire une philosophie, c'est une biographie mise en concept, qui pense au contraire qu'il y a des liens et des passerelles entre les deux ordres. Mais vous ne cassez pas Nietzsche, vous ne cassez pas Nietzsche. Attendez une seconde. Sur sa folie. Attendez. Entre ce qu'on est et ce qu'on pense, est-ce qu'il y a d'un côté, il n'y a pas de rapport contre Sainte-Beuve, de l'autre côté, il y a des passerelles, ce que pense par exemple un Nietzschéen et ce que moi je pense. Je crois en effet qu'il y a des rapports obscurs, très mystérieux, qui n'apparaissaient pas jusqu'à présent et qui apparaissent grâce à cette correspondance entre la pensée d'Althusser et ce qu'il vivait sur son lit de douleur quand il subissait ces électrochocs atroces, nu sur ça et sanglé dans son lit d'hôpital, électrochoqué jusqu'au délire. Il y a un lien entre les deux. Alors, ça invalide pas les concepts, je dis l'inverse. Je dis dans cette préface, je dis dans cette préface que je n'ai pas changé depuis l'époque, il y a 35 ans, où je disais cet homme à qui j'ai bien failli tout devoir. Oui, mais enfin, je n'ai pas changé. Vous en parliez avec plus d'admiration qu'aujourd'hui. Mais c'est pas vrai. Alors, attendez, j'étais un peu vache sur les lettres. J'étais un peu vache sur les lettres, je le reconnais. Pour donner envie de lire ce livre, en dehors de la préface magnifique, est-ce que vous pourriez pas lire un extrait de... Oui, moi je trouve, contrairement à vous, je trouve que ces lettres sont absolument magnifiques. Il y en a des très belles. Il y en a des très belles lettres. Les lettres, donc, que ce grand philosophe, prétendu grand philosophe, écrivait à sa femme avant de l'assassiner. Mais vous assassinez là, dans tous les coins, là, pour le coup. Non. Je trouve très belles lettres, très beau chant, très belle histoire d'amour, très belle réhabilitation de cette femme. Qui se termine très bien, oui. Attendez, Hélène Le Gossien, la victime, pour le coup, c'était le fantôme de cette affaire. On ne savait rien d'elle.
Et brusquement, je trouve que ça n'est pas le moindre mérite de ce livre, c'est qu'elle prend un visage, un corps, une vie, une existence. C'est une formidable réhabilitation de cette femme. Alors lisez-nous un petit extrait, comme vous lisez tellement bien. Bon, oui. C'est l'une des premières lettres que vous avez postitées. Chère Hélène, ta première lettre pleine de bons signes, que ton livre croisse sous ses étoiles favorables, tu as vite appris que la loi du Morvan est les détours lents et qu'il faut attendre que les gens reviennent pour les quitter. J'envie un peu le calme où tu dois être entre cette rue montante et la forêt du jardin dans le frais de la maison. Ne t'avais-je pas dit que le silence était d'un poids effrayant le premier jour? Si tu as un peu de liberté, tâche de faire parler ton ton. Tu ne le regretteras pas, tu feras son bonheur. Il est vrai qu'il ne va pas rester longtemps. Nous partons ce soir, vendredi, pour Porquerolles avec Georgette, etc. Non, il est bien. Non, il est bien. Il est bien. C'est des vrais forcément des temps morts. Revenez faire des lectures chez nous de temps en temps, Bernard. Oui, c'est des temps morts de la vie. Oui. Moi, je suis bouleversé par ces lettres. Mais moi aussi, il y en a beaucoup qui m'ont bouleversé. C'est les temps morts de la vie, c'est des temps morts. Il n'y a qu'en mai 68 qu'on disait vivre sans temps mort et jouir sans enfant. Vous, par exemple? Oui, bien sûr. Vous en laissez et si beaucoup, vous écrivez des lettres, vous verriez qu'il y a des temps morts. On va voir ça alors. Et c'est Franz qui fera la préface. Écoutez, c'est Franz qui a choisi la lettre. Je ferai aussi la préface de vos lettres d'amour, si elles sont de bonne qualité. Mais attendez que je disparaisse. Ouais. Bernard-Henri Lévy, quand je vous regarde à la télé, et ça fait plusieurs fois que vous venez dans l'émission, souvent il y a cette expression qui revient où vous dites « mon maître, Louis Althusser ». Ah, merci. Et il est assez rare de voir un intellectuel français admettre qu'il a un maître, ou souvent il l'admet quand le maître est mort. Et ma question que je voulais vous poser, est faible. Et la question que je voulais vous poser, c'était de savoir si aujourd'hui il y a des gens dont vous pensiez qu'ils pouvaient être vos maîtres intellectuels et qui étaient vivants, des gens qui vous dominent intellectuellement. Est-ce que vous avez des noms? Ah oui. Qui? Les noms qui me viennent à l'esprit, des gens dont je pense qu'ils me dominent intellectuellement, Jean-Claude Milner, par exemple, que je vous conseille d'inviter avant que votre émission ne s'arrête. Jean-Claude Milner, oui. Il me reste encore quelques semaines, donc, par exemple. Psychanalyste Non, c'est pas un psychanalyste du tout, c'est un philosophe, un linguiste, oui. Invitez-le, vous avez Jacques-Alain Miller? Jacques-Alain Miller, oui, grand penseur. Supérieur à vous? Oui. On n'est pas dans l'île parade, mais voilà, je vous ai cité Jean-Claude Milner. Allez, continuez encore, allez. Béni Lévy, qui a disparu, il y a peu de temps. Mettez pas des morts, des vivants. Je le disais quand il était vivant. Non, mais c'est pas cette phrase de Danet qui disait « nous avions pris des maîtres et on avait pris soin de les choisir faibles ». Mais c'est pas mon cas. Jean-Claude Milner n'est pas arrêter là. Il était sur une bonne pente, il était en train de donner la liste de tous les gens qui lui étaient supérieurs. Continuez. Continuez, il y en a certainement beaucoup d'autres. Il y a des écrivains ou des philosophes, alors puisque c'est ça que vous parlez, que je respecte infiniment, que j'admire. Allons-y alors. Christian Jambet. Ah oui, encore. Est-ce que vous l'avez invité déjà? Non, oui, il y a longtemps. C'est sûr? Oui, absolument, sûr. Bon, tant mieux. Sur cette émission? Non, pas celle-là. Ah, voilà. Mais il a qu'à écrire des livres plus souvent. Hein. Bon, moi je vais vous faire votre programme. Vous invitez Jean-Claude Milner, vous invitez Jacques-Alain Miller de toute urgence en effet, vous invitez Christian Jambet. Oui. Voilà et déjà. Et vous pourriez devenir un jour un maître à penser? Mais ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est aux gens qui vous aimeriez, vous pensez qu'il y a une chance, vous puissiez le devenir? Qu'on dise moi, c'est pas ça. Lévy, mon maître. C'est pas ça qui m'intéresse, bizarrement. Bizarrement. Vous ne cherchez pas un homme? Vous ne cherchez pas un disciple? D'abord, c'est jamais les maîtres qui cherchent leurs disciples, c'est les disciples qui cherchent les maîtres. Hein, c'est ce qu'avait dit Lacan aux étudiants révoltés de 1968, c'est un maître que vous voulez. D'accord? Bon. Vous n'avez jamais entendu un maître dire « ce sont des disciples que je cherche ». C'est dans le sens inverse que ça fonctionne. Merci Bernard Lévy. Hein, on vous